Salam alaikum, Azul Filaouen, bonsoir. Généralement, quand on veut évaluer une situation pour apprécier le discours d'un homme politique, il est d'usage de rappeler son palmarès. Alors, quand on va essayer d'évaluer le discours de M. Ouihia, dit Ahmed dans son entourage, il n'est au moins Premier ministre, nous allons essayer de comprendre qui est ce monsieur et ce qu'il a essayé de nous dire. Rappelons, pour commencer, que cet homme a été Premier ministre et chef du gouvernement pendant 4 gouvernements, c'est-à-dire qu'il a été chef du gouvernement 4 fois, il détient le record, il a été ministre d'État de cabinet du président de la République de 2014 à 2017. Cet homme a exercé les plus hautes charges de l'État pendant des années et d'un pouce et de deux, il est toujours le président du parti du régime, le RND. Je vous fais remarquer que je n'ai pas dit le deuxième parti du pays, mais le deuxième parti du régime. Rappelons aussi, même si tout le monde le sait, que ce parti n'existe pas parce qu'il est le fruit de la plus grande fraude électorale de l'histoire de l'Algérie post-indépendante. Ça, c'est pour le hors-d'œuvre. Et maintenant, vous voulez qu'on passe au plat résistance. OK, attachez vos serviettes et vos ceintures en même temps. Alors, si l'Algérie était maintenant un pays développé, où régnait la justice sociale, où l'école, l'université, la santé publique, l'économie, le commerce, l'industrie, l'agriculture, le tourisme, le sport et tous les secteurs de la vie publique étaient en bonne santé, nous aurions dit alors bravo Ahmed, bravo monsieur l'homme d'État, bravo le visionnaire, bravo le politicien, bravo l'homme qui ne ment jamais à son peuple. Mais hélas, malheureusement, dommage, 3 fois hélas, tous les secteurs que j'ai cités et tout le reste qui reste à citer sont naufrages, sinistre absolu, sinistre intégral, sinistre irréversible. La sentence dirait, et là j'ouvre les guillemets, là où Attila passe, l'herbe ne pousse pas. Mais pour M. Ouihia, nous dirons, là où Ahmed passe, l'espoir trépasse. Et cerise sur le gâteau, ce n'est ni la pauvreté, ni l'absence de la compétence, ni la malchance qui ont amené l'Algérie où elle est aujourd'hui. Mais les 26 ans de gouvernance de Ahmed qui nous ont amenés où nous sommes aujourd'hui. Et pour réussir cet exploit historique, il a fallu à Ahmed la petite somme de 1000 milliards de dollars. Et ce même Ahmed, il vient aujourd'hui nous annoncer que son parti, né de la fraude, ont décidé de nous imposer à la tête du pays un 5e mandat. Pour un président qui n'a pas parlé à son peuple depuis 6 ans et qui est pris en otage par ceux qui gouvernent à sa place. Mieux encore, en commentant la saisie de la cocaïne pure, il nous apprend que cette affaire est un coup de la main étrangère qui cherche à déstabiliser l'Algérie. Alors que tout le monde sait que les auteurs de ce crime sont les barons du régime. Je crois que je vais m'arrêter là, alors que je n'ai pas dit le millième de la triste vérité sur Ahmed. Mais je ne résiste pas à la tentation de poser une petite question à Ahmed. Ahmed, cher Ahmed, tellement cher au cœur des Algériens, qui est donc cette main étrangère qui cherche à déstabiliser l'Algérie. Sachant que jamais depuis 1962, les puissances du monde n'ont trouvé table dressée, alléchante que cette pauvre Algérie, que vous et les autres grands serviteurs de l'État leur offrez avec tant de générosité. Eh bien, surtout, tout le monde aurait compris que je mets grand serviteur d'État entre guillemets. Aujourd'hui. TSA, Ouihia appelle Bouteflika à briguer un 5e mandat.
par la rédaction. Jeune Afrique, Algérie, Ouyahia soutient la candidature de Bouteflika à un 5e mandat, par Rania Hamdi. Liberté, Ahmed Ouyahia annonce le soutien au 5e mandat, par Hamadi Souila. Marhaba bikoum, merci d'être avec nous. Le titre de notre émission aujourd'hui, Ouahia impose un 5e mandat au grand Moudjahid. Avec nous, avec un très grand plaisir, Brahim Youssi, ancien cadre du MDA. C'est Brahim. Bonsoir. Bonsoir, c'est Rachid. Salam alaikum. Azul Filawa, c'est Brahim. Rachid Nekaz aussi sur ma droite, président du parti MGC, Mouvement pour la jeunesse et le changement. C'est Rachid, marhaba bik. Merci Nasser, shukran à l'dawa, alhamdoulilah, rakoum bkhir, et toujours un plaisir et un honneur de venir sur votre chaîne. Yatik saha, merci Rachid Nekaz. On aura aussi le plaisir d'avoir Karim Tabou par téléphone depuis Alger, président de l'UDS. Ibrahim, merci d'avoir accepté notre invitation. Ibrahim, quelle est votre lecture par rapport donc, à ce qu'a dit Ahmed Yahya? Donc, il cautionne un 5e mandat, il appelle même à aller vers le 5e mandat. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ahmed Yahya a toujours soutenu le 5e mandat. Mais pourquoi il le fait maintenant? À un an de l'échéance. Si échéance il y a, c'est parce qu'il veut sortir le lot de la bergerie. Il veut absolument contraindre Bouteflika à se prononcer. Parce qu'il ne sait pas encore si Bouteflika peut ou ne peut pas. Ce n'est pas qu'il veut ou ne veut pas. Est-ce qu'il peut ou ne peut pas? On sait qu'il ne peut pas. Et lui-même sait qu'il ne peut pas. Donc il veut sortir Donc pourquoi il dit alors, pourquoi donc ce message qu'a dit Yahya clairement qu'il supporterait, qu'il faut voter, qu'il faut aller vers le 5e mandat, tout en sachant que Bouteflika n'a pas les facultés. Parce que Yahya est potentiellement candidat. Il l'a toujours été. Il veut être candidat. Et candidat là, maintenant, en 2019. Parce qu'après, ça sera trop tard pour lui. Il ne va pas rester, comme vous l'avez dit, l'éternel second, ou l'éternel Premier ministre, ou l'éternel ministre d'État. Il veut absolument, parce que c'est son ambition, devenir président de la République. En appelant à un 5e mandat, là, aujourd'hui, ne sachant pas la décision que prendra le chef de l'État en place, dont on sait pertinemment qu'il est impotent, qu'il m'excuse, ce n'est pas une insulte, mais qu'il est grabataire. Qu'il est grabataire. Voilà le propos de Yahya. Est-ce que c'était pour rassurer les gens qui étaient autour de Abdelaziz Bouteflika, les gens qui étaient dans la présidence, de les rassurer, de dire que je suis le candidat du consensus, je garderai vos intérêts, je ferai attention à vos intérêts? C'est exactement ce que vous dites. Bien sûr qu'il essaie de ménager la chèvre et le chou, de donner une caution au FLN, qui, lui, ça fait un moment qu'il appelle à un 5e mandat, et on n'entend pas la réponse du concerné. Le concerné, jusqu'à maintenant, ne s'est pas déclaré encore candidat. On veut absolument, en tout cas, Yahya veut absolument être sûr que Abdelaziz Bouteflika, ce n'est pas qu'il est candidat, mais qu'il ne l'est pas. Candidat, très bien. Je pense qu'on me dit qu'on a, avant de passer à vous, Rachid Nekaz, on va juste prendre Karim Tabou parce qu'il y a un petit problème de réseau avec l'Algérie en ce moment, avec les coupures d'Internet. Karim Tabou, président de l'UDS. Karim, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Karim? Est-ce qu'il est avec nous, Karim Tabou? On l'a perdu, problème de réseau, on me dit. Rachid Nekaz, je reviens à vous. Donc, la même question, Rachid Nekaz. Quelle est votre lecture par rapport à ce que M. Yahya a dit ce matin, qu'il va soutenir un 5e mandat?
M. Yahya a été formé à l'ENA algérienne, l'École nationale d'administration, aux côtés d'ailleurs de M. Sellel, qui était aussi Premier ministre. Donc ce sont des gens qui ont été formés dans le moule algérien des années 70 et qui sont les apôtres du double discours. يعني يقولوا حاجة ويديروا حاجة أخرى. نعطيكم مثال. 2006 Si Ahmed Yahya, comme vous l'avez appelé si, avec noblesse, avait fait un rapport sur M. Ould Qadour. تقرير رسمي. وفي هذا التقرير الرسمي واش يقول؟ كان يقول باللي Ould Qadour اللي راه اليوم مدير تاع سوناتراك سرق 10,000 مليار سنتيم. نورمالمون يدخل الحبس. ولكن في هذا السيستم الجزائري، هذا النظام الجزائري، يقولوا في جهه باللي هذا سراق، وفي جهه اخرى من بعد 10 سنين يديروه هو المدير تاع الشركه اللي دخل 40 مليار دولار ميزانيه الجزائريه. يعني هذا السي حمد ويحيى en développant cette logique du double discours, c'est-à-dire je vous dis A mais je fais B, يعني هذو الناس ما يتأمنوش. On ne peut pas faire confiance à des gens qui d'un côté font des rapports pour dire que M. Ould Qadour est un voleur et d'un autre côté, 10 ans après, le nomment à la direction de la société qui génère 98% des devises du pays. Donc par rapport à la question du 5e mandat, Ibrahim fait une analyse tout à fait judicieuse et pertinente. Tout le monde sait que M. Bouteflika ne peut plus dire un seul mot, ni salam alaikum, ni azul filaoun. On ne va pas redire la même chose, mort ou vivant. Monsieur le Président de la République, politiquement, est toujours vivant. Politiquement, il est vivant. Mais il ne peut pas parler. Il ne pourra plus jamais parler. Et je crois que M. Yahya essaie de tendre un piège à la présidence, à Al-Mouradia, pour leur dire je soutiens le président, mais ce soutien ne servira à rien puisqu'il ne pourra pas en profiter publiquement. En gros, je suis votre recours pour continuer à défendre vos intérêts. C'est triste pour l'Algérie, 56 ans après l'indépendance, d'arriver à cette situation absolument incroyable où nous n'avons pas un président à la tête de l'État algérien pour lequel il y a eu 1,5 million de martyrs. Donc je suis vraiment triste de lire ces sujets d'actualité aujourd'hui et que nous ayons ce type de débat alors qu'il y a des enjeux extraordinaires en termes d'éducation. Et je tiens à féliciter tous ceux qui passent le bac en termes de culture, d'agriculture, d'industrie. يعني رانا في أزمة كبيرة في بلادنا ورانا نهضروا على الحاجة يعني نورمالمون ما نهضروش عليها. Je reviens à vous, Brahim Younsi. Il a parlé aussi dans sa conférence ce matin, il a parlé de la main étrangère. Surtout dans l'affaire de la saisie de la cocaïne de 701 kilos au port d'Oran. Beaucoup disent que c'est une affaire d'État. On a vu des juges qui ont été inculpés. On avait aussi le fils de Abdelmajid Tebboune. Et cette affaire continue encore à faire des dégâts. Cette main étrangère qui revient souvent dans le... Je ne suis pas un enquêteur. Il y a une main étrangère et quelle est la grandeur de la main? Je ne sais pas. Mais ce qui est évident, quand on regarde, quand on lit les textes que je lis, cette affaire est une affaire algérienne. Et une affaire algérienne qui se situe au plus haut niveau de l'État, au plus haut niveau de l'administration, parce qu'il y a des procureurs qui sont inculpés dans cette affaire. Il y a... Je ne dis pas qu'ils sont coupables. Bien sûr, la présomption d'innocence joue. Je ne dis pas qu'ils sont coupables. Je dis qu'ils sont inculpés. S'ils sont inculpés, c'est que, bon, en connaissant la justice algérienne, est-ce qu'elle a enquêté ou à des charges? Bon, en tout cas, il y a des charges, ou il y aurait des charges. Je préfère employer le conditionnel. Il y aurait des charges. Le fils d'un ancien Premier ministre qui est impliqué dans cette affaire. Le chauffeur personnel du DGSN. Du DGSN, oui, du DGSN. C'est-à-dire que certains avaient fait l'analyse
à savoir que ces 700 kilos de cocaïne n'étaient pas destinés au marché intérieur algérien et qu'ils seraient destinés à l'extérieur, à l'Europe. Moi, je crois, et ça devient là maintenant une évidence, que cette drogue était destinée à une certaine nomenclatura, à une certaine catégorie de la population algérienne, celle qui a beaucoup d'argent. Celle qui a beaucoup d'argent. Ça leur est destiné. D'autant qu'elle implique un personnel judiciaire, des procureurs, et que ça implique l'administration algérienne. Et la question qui se pose, Sibrahim, et beaucoup ont posé cette question par rapport à cette affaire, c'est que la personne qui a ramené cette cocaïne ou cette drogue, il était sûr de faire sortir cette marchandise. Est-ce que vous pensez qu'on est là à un scénario où on voit la lutte clanique s'intensifier et cette affaire le prouve? Ça devient sale, encore plus sale qu'avant. C'est ça le problème, c'est qu'on a atteint un degré de pourrissement, l'immoralité partout, ou l'ammoralité partout. On a atteint un niveau où des hauts fonctionnaires, des gens qui sont impliqués dans l'État, dans la gestion des affaires de l'État, qui sont accusés, ce n'est pas la première fois, mais qui sont accusés à ce niveau-là, y compris la justice, de faire du trafic de cocaïne, en dépit de la personne qui l'a importée. Cette personne est certainement un missionnaire, un commissionnaire. Quand des juges, des procureurs, une administration protège un trafiquant de drogue, c'est quand même le pourrissement de l'État lui-même. Et ça, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Qu'il y ait ou non des luttes de clans ou des bagarres pour 2019. L'enjeu est certainement celui-là, mais il est aussi financier. Très bien. Rachid Nekez, Ahmed Yahya a beaucoup parlé aussi de la stabilité de l'Algérie dont elle réjouit par rapport à d'autres pays. Il a même dit dans cette conférence que le printemps arabe, c'était un complot. C'était un complot que, alhamdoulilah, l'Algérie, elle est loin de ce complot et elle subit toutes ces attaques. Et parmi ces attaques, donc, cette affaire de cocaïne. C'est vrai, alhamdoulilah, كان الاستقرار في الجزائر. على بالكم شحال كان بالشرطة في الجزائر ولا لا؟ 214,000. 214,000 policiers en Algérie, وكي جا سي عبد العزيز بوتفليقه في 99 كانوا 35,000 برك. وعلى بالكم بلي خرجنا من العشريه السوداء كان عندنا 35,000 برك شرطي في الجزائر 35,000. في الوقت الاستقرار تاعنا يعني من 99 حتى 2018 يعني on a 5 fois plus de policiers, 5 fois plus, voire 6 si on compte bien. Donc le prix à payer de cette stabilité, ça a été la démultiplication des forces de police en Algérie. Normalement, on n'a pas besoin d'autant de policiers pour un pays de 40 millions d'habitants. Donc je tiens à saluer le travail de la Direction générale de la Sûreté nationale par rapport à la question de la stabilité. Mais c'est une stabilité aussi pour le régime, la garantie pour le régime, ou pour le pays. De quelle stabilité on parle? Je vais y arriver. Malheureusement, la police, dont la mission est d'assurer la paix civile, l'ordre, malheureusement cette police, elle est instrumentalisée par le régime pour tabasser les médecins, pour tabasser les enseignants, pour tabasser les retraités de l'armée. اللي جابوا الاستقرار في الصح في الدوار وفي الجبل وفي الصحراء. Donc malheureusement, ce régime est en train de salir l'image de la police. Et moi, en tant que citoyen algérien, je veux que l'image de la police soit une belle image. Et je ne veux pas que des personnes sortent de la légalité institutionnelle ou de la légalité constitutionnelle pour donner une mauvaise image de la police. Et quand j'apprends
qu'au travers de cette affaire de la cocaïne, qui est une affaire très très grave, يعني القضية هذه تاع la cocaïne قضية كبيرة بزاف. علاش؟ ماشي بلونطون ولا لي سوق طوموبيل اللي دار ضربة هذه، رانا نهضروا مؤسسات العدالة، الأمن، السياسيين، رجال الأعمال، يعني سي با نابورت كي سا. بكري كنا نقولوا كان قدور حمد هو اللي دار الضربة هذه. On parle d'institution de l'État algérien. Et je crois qu'on a franchi une ligne rouge extrêmement dangereuse. Alors, qui a mené l'enquête? Qui a mené l'enquête? Il faut dire qui a mené l'enquête. C'est la gendarmerie algérienne. الدرك الوطني. يتبع العسكر. دونك يعني كمواطن جزائري هذه حاجة مليحة. بصح أنا ما فهمتش واحد الحاجة. جدرمية اللي خرجت هذه القضية تاع كوكايين، لماذا؟ وتقدر اللي سرق من العسكر 10,000 مليار سنتيم في 2006 ما يدخلش هذا الانسان العداله ودخلوا الحبس. هذا الانسان وتقدر خداع الجيش. يعني كيف في جهه حبسوا شوفور تاع الهام، حبسوا الوكيل الجمهوريه تاع بودوا وتاع بومرداس لو فيس دو عبد المجيد وليد تبون، وفي جهه اخرى هذا الانسان وتقدر خداع الجيش، سرق الجيش وما يديروا له والو. À quoi je veux arriver? Il y a deux poids, deux mesures. C'est bien de s'attaquer à la lutte contre la cocaïne en Algérie. Mais il faut s'attaquer à toute la corruption. من البلدية حتى المرادية. Par exemple, الوزير الطاقة سي مصطفى قيتوني، على بالكم باللي زاد الفاتورة تاع الرئيس تاع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومازال وزير الطاقة. يعني هذه الرسالة وزير الدفاع سي حمد قايد صالح، واش درت البارح حاجه مليحه، ولكن لازم تكمل خدمتك ولازم تنقي في العسكر، في الامن، السياسيين، في العداله. صح ما تحبش دوكا. Rachid, Parce que علاش سي جو il y a d'autres qui vont dire que peut-être c'est un clan qui veut attaquer un autre clan. On n'est pas dans cette logique de faire le nettoyage dont vous parlez. Barakallahu fik. C'est ça la problématique. Si c'est une affaire de règlement de compte entre les clans, ما كان حتى جزائري اللي قبل ضربه تاع البارح. ما رناش باغيين باللي يعني الوالدين ماهمش يعيشوا في رحبه، وشكون راح يخلص؟ الاولاد راهم يخلصوا باسكو الكبار ما تفهموش. الشعب الجزائري راه كيما الاولاد في عائله، شافوا باللي الاب والام ما تفهموش خلطوها ودروك العالم راه يضحك علينا. انا ما رانيش باغي والشعب الجزائري كامل ما راهش باغي باللي الامريكان فرنسا اسبانيا يضحكوا علينا، باسكو راهم يضحكوا علينا. راني باغي باللي هذا المشكل اللي راه بيناتنا يبقى بيناتنا وما ندخلوش في اسبانيا ولا الامريكان ولا فرنسا في هذا الموضوع. ولازم ما نبينوش باللي رانا كيما الدراري اللي ما تفهموش ولا كيما الوالدين اللي ما تفهموش. Il faut qu'on donne une bonne image de l'Algérie à l'étranger et je ne souhaite pas que cette affaire de cocaïne déstabilise l'Algérie parce qu'il y aura deux perdants. Est-ce qu'on est vraiment dans donner l'image? Est-ce qu'on est vraiment... ça veut dire l'Algérie, ce qu'elle risque comme pays, il est dans l'image qu'on donne à l'étranger. Alors que le problème est beaucoup plus profond, que la crise qui touche l'Algérie est multidimensionnelle. Ce n'est pas une question d'image que beaucoup diront. Je vais vous dire pourquoi c'est une question d'image. Parce que regardez le contexte. L'affaire Hadi, elle a été révélée quand? Elle a été révélée au moment où, à l'ONU, il y avait la réunion de tous les directeurs de police du monde entier. Donc c'est un moment de diplomatie très important. Et à ce moment-là, on a accusé qui? Notamment le chauffeur du directeur de la police, M. El Habel. Donc c'est une attaque d'image. C'est une attaque d'image. Il ne faut pas se tromper. Nous assistons à une lutte de clans au plus haut sommet de l'État. Et il y a deux perdants. L'Algérie en tant qu'État et les Algériens en tant que peuple. Et je ne souhaite pas qu'on instrumentalise l'image de l'Algérie et l'avenir de tout un peuple pour régler des problèmes claniques. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour le président de la République, s'il est en bonne santé ou s'il est vivant, de faire une déclaration. Ben, il fait الشعب الجزائري
واش راه كاين على بالكم كي Et vous savez très bien qu'il ne pourra pas faire cette Je ne sais déclaration. pas, je ne sais pas. On va voir. Brahim Youssi, Ouihia a beaucoup mis l'accent sur la stabilité qu'a connue l'Algérie ces dernières années, surtout sous l'ère de Abdelaziz Bouteflika. Il a parlé d'une stabilité par rapport à son économie, et moi je l'ai bien dit dans l'intro, qu'on a investi plus de 1000 milliards de dollars, mais le résultat, il est où? Tous les secteurs que j'ai cités sont en crise. On a vu la santé, l'éducation, l'examen du bac, on a coupé l'Internet, 18 000 policiers, juste pour un examen de bac. Pourquoi mettre l'accent sur cette stabilité, tout en sachant que le vrai constat est désastreux? Le désastre est visible, les Algériens souffrent et ce n'est pas aux Algériens qu'il va faire croire que tout va bien. Le gros problème, ce n'est pas que les secteurs, pour moi, que les secteurs aujourd'hui, l'économie et tout ce dont Rachid a parlé tout à l'heure et ce dont vous parlez là tout de suite, qui pose problème. Ça pose problème évidemment parce que ça y va de la vie quotidienne de nos concitoyens. Le problème, c'est qu'on n'a pas préparé l'avenir. Nous continuons à vivre d'une énergie fossile. Nous continuons à vivre du gaz et du pétrole, des hydrocarbures. Vous parliez tout à l'heure de Sonatrach. Le problème est là, c'est qu'il n'y a pas eu cette transition économique qui devait être faite avec les 1000 milliards ou les plus de 1000 milliards qui ont été engrangés à un moment donné. C'est là le gros problème. Les secteurs dont nous parlons, notamment sur le plan économique, nous aurions pu les résoudre. Nous aurions pu résoudre le problème de l'éducation nationale, résoudre les problèmes de la santé en construisant plus d'hôpitaux, en formant plus de médecins, mieux, etc. C'est là le problème, c'est que nous n'avons pas préparé l'avenir. On ne voit pas. Et ce n'est pas maintenant qu'il y a crise, une crise sévère, une crise très grave qui se répercute sur la vie des citoyens algériens et notamment des plus démunis, des plus pauvres. Bon, on a révélé... la banque algérienne, la banque centrale, a révélé le montant de la monnaie qui a été tirée grâce à la planche à billets. C'est près de 4000 milliards de dinars. Conversion rapide, cela fait à peu près un peu plus ou un peu moins de 30 milliards de dollars. 30 milliards de c'est dollars. Énorme, c'est énorme. Et qu'avons-nous fait avec ces 30 milliards de dollars? Nous avons couvert, encore une fois, des déficits budgétaires. Et, bien sûr, une redistribution, non pas en direction d'une population qui se serre de plus en plus la ceinture, mais des gens qui dépensent de l'argent pour acheter de la cocaïne. Voilà où nous en sommes. Le problème est beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond que nous le croyons. Parce que nous étions restés, c'est Rachid parlait des institutions, sur les institutions. Mais quand on entrevoit, et surtout quand on est un parti politique, on voit vers l'avenir, qu'est-ce que les partis politiques, comme celui de Serrachid, proposent? Quelle alternative proposer? Or, il faut le dire, Serrachid, il n'y a pas aujourd'hui, à part ce que j'appelle le formel, une réflexion. On parlera, c'est Brahim, de ce point. J'aimerais bien qu'on termine avec l'alternative, qu'est-ce que l'opposition propose aussi comme projet. Mais surtout, je voudrais revenir donc, sur ce soutien du 5e mandat. Si l'Algérie... Un mot. J'ai lu entre les lignes, comme ça, les propos d'Ahmed Ouihia. Et il se contredit. veut dire qu'il apporte un soutien personnel aujourd'hui. Il annonce qu'il soutient le 5e mandat et appelle l'actuel chef de l'État à se porter candidat pour un 5e mandat. Et il dit, mais le Conseil national du RND l'a décidé, mais la décision, c'est demain. La décision que doit prendre le Conseil national du RND, c'est demain.
qui doit la prendre. Or, il annonce d'ores et déjà, tout en disant qu'il a le soutien du Conseil national. Ça veut dire que la décision est prise. Le parti, c'est moi. Bon, Comme dirait Louis XIV, comme l'État, c'est moi. Bon, c'est ça, c'est-à-dire, où est la démocratie dans ce rassemblement national démocratique? Le chef décide. Voilà, il annonce par anticipation que lui et son parti et le Conseil national qui doit se réunir demain apportent leur soutien plein et entier au président actuel pour un 5e mandat. C'est dire que nous marchons sur nos têtes. Enfin, ce personnel politique-là marche sur sa tête. Il faut absolument, je ne veux pas citer Marx, mais il faut absolument remettre les choses sur leurs pieds. Sur leurs pieds, très bien. Rachid Nekez, on voit des appels donc, pour soutenir le 5e mandat. La question qui se pose, est-ce que l'Algérie peut se permettre ce 5e mandat? Ou encore, plus profondément, on peut dire, est-ce que l'Algérie peut permettre la continuité de ce système? Vous savez, j'ai étudié l'histoire à la Sorbonne. Moi, je تعلمت في الجامعة. Il y a des peuples qui ont disparu. Et je veux pour exemple le peuple indien d'Amérique. الناس يعرفوا الامريكان على حساب واش راهم يشوفوا اليوم، يشوفوا ترامب، يشوفوا كلينتون. خليك شكون السكان تاع الامريكان؟ سي لي انديان كيما في الجزائر، شكون الاولين؟ المازيغيين. Et un peuple, quand il ne fait pas très attention à ses valeurs, à ses principes, à son éthique, un jour ou l'autre, il va finir par disparaître. Et aujourd'hui, l'Algérie, je la vois comme une nation en voie de disparition. Pourquoi? Une nation en voie de disparition. Oui, je vais développer. Quand vous voyez que vous avez une classe politique qui se moque éperdument de 40 millions d'Algériens, qui met en avant une personne que personne n'a vue depuis 6 ans, en l'occurrence le président de la République, que personne n'a entendu depuis 6 ans, en l'occurrence le président de la République, qui signe des décrets depuis 6 ans, alors que tout le monde sait que ce n'est pas lui qui signe les décrets, et que l'élite intellectuelle, parti politique, ne dit rien. L'élite intellectuelle, enseignant universitaire, qu'on a acheté grâce à une prime de 2 000 € par an pour aller voyager à Paris, à Genève ou à Alicante chaque été. Quand vous voyez qu'on a une élite d'avocats qui se permet d'offrir au président de la République un tableau. Quand nous voyons que l'élite religieuse se permet d'appeler aussi un 5e mandat, alors que personne n'a jamais vu ce président depuis 6 ans. Quand on voit que l'élite médiatique fait semblant tous les jours de dire que le président de la République a adressé un message de félicitations à tel président en Islande, en Angleterre, ou tel roi, ou tel premier ministre, alors que tout le monde sait qu'il n'écrit plus depuis 6 ans, nous voyons une démission générale, concertée, en bloc, de toutes les élites algériennes, et derrière le peuple ne sait plus quoi faire, ne sait plus quoi dire. C'est la raison pour laquelle je crois que si nous continuons comme ça, à laisser ce gouvernement se moquer de 40 millions d'Algériens, à ne pas responsabiliser cette élite aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Parce qu'il faut savoir que même l'élite à l'étranger a peur de parler, car elle voudrait passer ses vacances tranquillement à Alger, à Oran ou à Constantine chaque été. C'est en cela que je dis, notre pays a démissionné, aussi bien dans ses élites que dans son peuple, et c'est en cela que je dis aussi que si nous laissons les choses comme ça, dans les décennies à venir, c'est le peuple algérien et la nation algérienne en tant que nation, et l'État algérien en tant qu'État, qui vont disparaître. Ibrahim, qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, je reprends le mot démission. Moi, je ne crois pas à la démission. Je crois à la complicité. C'est beaucoup plus qu'une démission. La complicité de qui? C'est Rachid l'a nommé. Il appelait ça les élites, appelons-les comme ça. Bon, l'élite n'est pas uniforme. C'est les élites. Bon, connaissons tous les discours sur le travail sur les élites, beaucoup de sociologues. Et bon, je cite Benda. Bon, hein, la trahison, Julien Benda, hein, la trahison des clercs. Et, bon, les élites ont presque toujours trahi leur peuple. Parce que dès que vous défendez le peuple, vous avez un vocable qui vous est lancé à la figure. Vous êtes populiste. Oui, mais dans les années 30,
les élites algériennes n'ont pas trahi le peuple. شوف من بن سالي الحاج حتى العربي بن مهدي Oui, mais ما c'est- شاء الله mais النخبة regardez- الجزائرية كانت في المواعيد Mais التاريخي. je vais te tutoyer. تفضل Voilà. ابراهيم. Toi qui es historien, vous lisez les historiens algériens, et je vais citer quelqu'un avec lequel j'avais un lien, des relations comme cela, politiques. بالحربي Harbi, par exemple. نذكر Harbi, بالخير اليوم. Harbi, bon, a parlé de populisme à propos de Msali, à propos du PPA. Bon, c'est tous des populistes. Bon, il les nommait ainsi. Populaire. Oui, non, populistes. Je préfère populaire. Oui, toi tu préfères Bachar. populaire. Mais Harbi les appelait et d'autres ont suivi. C'est-à-dire le populisme. Bon, dès que vous défendez le peuple, c'est là le problème. Donc, moi je crois qu'il y a une complicité depuis fort longtemps. Depuis, C'est vrai. bon, هذاك الحق. mais sur la question de la disparition, effectivement, de la nation algérienne, bon, il y a des miasmes. Il y a des miasmes, effectivement, qui menacent la nation algérienne parce qu'elle se fissure par des revendications. Et vous avez parlé Les aussi instrumentalisations. dans votre intervention de pourrissement de la situation. Tout Que à fait. l'Algérie n'a jamais connu cette situation. Tout à fait. Mais justement, tout cela. Hmm. En 1936, Maurice Thorez parlait de la nation algérienne en formation. C'est le chef du Parti communiste français. Absolument. هو اللي يعاود بن سالي الحاج. L'ancien Le secrétaire Bidaï. général du Parti communiste français. Maurice Thorez parlait de la formation de la nation algérienne en 1936. Et nous sommes en 2018, nous parlons de la disparition, enfin, nous parlons. Si on ne fait pas attention, si on ne fait pas attention. Non. C'est pour ça que j'ai Voilà pris le problème. l'exemple des Indiens d'Amérique. Non, mais c'est C'est un danger qui nous guette. c'est un gros problème. La question de la nation est une question centrale. Parce que toutes les solidarités, y compris horizontales, toutes les solidarités ont implosé. Même l'État ne joue plus son rôle par rapport aux populations, au contraire. On le voit que l'affaire de la cocaïne, c'est une affaire de clanique. De clanique, oui, On oui, parle oui. pas Et d'État-nation. moi, je dirais de caste. De caste. العصبية تاع Oui, de caste. الخلدون. Absolument. C'est une affaire de caste, parce que ce sont les gens possédants, ce sont les possédants, ce sont les plus riches qui peuvent se permettre d'acheter cette pourriture, ce poison. Et ça, c'est ça le problème qui nous guette effectivement. La question de la nation tu as eu raison de la soulever, parce que c'est une question centrale aujourd'hui. Avec la question de l'identité algérienne. Absolument. Et tu as bien fait de parler effectivement des valeurs. Quand on parle de valeurs, les gens vous rient à la figure. Croient que nous sommes des conservateurs. Croient que nous sommes... Dès que nous parlons des valeurs, parce que d'où viennent nos valeurs? D'où viennent-elles? D'où viennent-elles? Mais ce n'est pas être un conservateur, parce que tous les peuples, sur le plan international, et nous l'avons entendu encore hier, avec le nazisme qui remonte, le fascisme qui monte. Bon, Avec Trump, ça وخر, il a fait marche arrière. Il a fait marche arrière. علاش؟ parce que قالوا لهم باللي ما تقلبش على العائلة. الولد لازم يكون مع والديه. Bon. Parce qu'il y a une nation américaine. Avec l'affaire de la cocaïne, elle est où la nation algérienne? Non. Bon, avec la cocaïne, هيتفسد في الشبيبة. Oui, mais تفسد في tu as الشبيبة. parlé, Est-ce que tu as parlé vous des pensez, Indiens. Ibrahim, Tu as parlé des Indiens. surtout Qu'est-ce cette qu'il y a affaire Juste là, les Indiens, qu'est-ce qui les a, j'allais dire pourris, qu'est-ce qui les a tués? C'est l'alcool. Le rhum, exactement. C'est l'alcool. وبغاو ينحوا الشبيبة الجزائرية c'est مع l'alcool. الكيف Voilà. مع Parce الكوكايين. qu'on leur donnait gratuitement بارك l'alcool. الله فيك. راهم Ça, يديروا c'est كيف vrai. كيف الجزائر كيف كيف. راهم بحاجة بعيد شر راهم يخرجوا في الشبيبة الجزائرية مع هذا الكيف ومع لا كوكايين. Ce que je voulais dire, c'est que quand on entend à propos de ce qui s'est passé, que ce soit aux États-Unis, avec ce que Trump a fait, et ce qui se passe aujourd'hui en Italie, en Hongrie, en Pologne, en Autriche, etc., beaucoup de pays européens, il y a une résurgence en Allemagne, une résurgence de ce qu'on appelle aujourd'hui pudiquement l'extrême droite. C'est le fascisme, purement et simplement. National populisme. Absolument. De quoi il s'agit, très exactement? Et je m'étonne, moi, de nos élites, et c'est là où la question des élites est d'une importance capitale aussi. C'est qu'ils pensent que nous sommes dans une autre guerre, alors que la guerre est culturelle. Nous sommes dans une guerre acharnée sur le plan culturel. C'est une guerre de culture qui est menée.
C'est une guerre de culture qui est menée. Et le poison qu'on introduit chez nous, c'est aussi une guerre de culture. Est-ce que vous pensez qu'on pousse au pourrissement de la situation? On parle de cette affaire de drogue, des jeunes qui sont perdus, des valeurs dont a mentionné Brahim Younsi. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté d'aller au pourrissement de la situation et en fin de compte, ça les arrange, ce pourrissement? Malheureusement, je crois que vous avez raison. C'est la politique de la terre brûlée. يعني راه باغيين بلي كاع الشعب الجزائري كامل يقطع الياس اللي راه ساكن في 48 ولايه واللي راه ساكن في الخارج كيف الناس راه قاطعه الياس. اش راهم يقولوا؟ راهم يقولوا بلي هادو كاع الناس الفوق كاع كيف كاع فاسدين، العداله فاسده، الامن فاسد، السياسيين فاسدين، رجال الاعمال فاسدين، كاع فاسدين. ما باش واش يقولوا الناس؟ يقولوا انا على نفوتي انايا كاع كيف كي حمد كي محمد كاع كيف. اي سا سي غراف. نعطيكم مثال. عندنا بنت جزائريه عندها 32 سنه اسمها بدره يحيى الحسن، هي من ولايه غليزان. كتبت في لاباج تاعها فيسبوك باللي الرئيس راه مريض. واش داروا لها؟ حكموا عليها 6 شهور حبس و10 ملايين عربه. يعني واحد اليوم بنت جزائريه مثقفه ما شاء الله عندها دبلوم تاع سينما في الجامعه، قالت حاجه يعني واقعه باينه. بيان سور بلي الرئيس راه مريض، باينه هذه. يعني في الجزائر تاع 2018 اللي يقول الصح، اللي يقول حاجه اللي باينه، حكموا عليه 6 شهور حبس نفيذ و10 ملايين غرامه. يعني ورانا رايحين. وهذا الانسان القدور اللي سرق 10,000 مليار سنتيم واللي خدع الجيش يعطوا له مداي ويقولوا له عيك يا ولد قدور، عيك سوناطراك اللي تدخل 40 مليار دولار في العام وزيد السرق. يعني là on voit, comme l'a si bien dit ici Ibrahim, que le pays marche à l'envers, il marche sur la tête. Ça ne va pas du tout. Le problème, c'est que personne ne dit plus rien. On va essayer de consacrer donc ces quelques minutes qui nous restent. Et personne ne dit plus rien. C'est une question qu'on pose tous les jours. Et où cette élite? Et où l'alternative? Oui, mais on s'occupe de l'accessoire. Parce que chacun s'occupe de soi-même. Je crois que les égos sont tellement hypertrophiés que nous avons oublié, je vais m'impliquer, nous avons oublié l'essentiel, nous avons oublié ce qui est fondamental. Et pas seulement sur le plan économique, parce que nous savons, je vais revenir à cela, parce que je pense que la question, et tu as bien fait de parler de valeurs, parce que moi je suis tellement attaché aux valeurs d'un peuple. Un peuple ne peut pas vivre, et je ne vais pas citer le poème. Ce sont les valeurs qui tiennent un peuple. Ce sont les valeurs qui tiennent un peuple. Et nous savions dès le début que le développement économique que nous menions allait changer nos valeurs, allait changer notre culture. Parce que toute production économique est aussi et surtout, bien sûr, c'est une production de biens, mais c'est aussi et surtout une production de culture. Toute production économique est une production culturelle. Et cela, nous l'avons complètement. Si vous parlez de valeurs, si vous dites qu'on n'a plus de valeurs, qu'on a détruit ces valeurs, oui. Donc celui qui est au centre de ces valeurs, c'est l'être humain, c'est l'homme, c'est l'Algérien. Oui, mais ce sont ceux qui décident d'abord de choisir un modèle de développement sur le plan économique. Ce sont ceux qui se battent aussi pour des valeurs qui ne sont pas des valeurs produites, et là on revient aux élites, produites par leur peuple. Qu'est-ce que fait l'élite? Qu'est-ce que font les intellectuels en particulier? Les intellectuels, leur rôle n'est pas de dire au peuple ce qu'il doit faire, mais de donner du sens à ce que le peuple fait. Or, nos intellectuels ne donnent pas du sens à ce que le peuple algérien fait. Mais ils importent, là encore, comme nous importons peut-être plus maintenant des tomates, comme nous importons des voitures, des kits, nous importons aussi des idées. Mais des idées que le peuple algérien n'a pas produites. Tout nous vient sur le plan des idées de l'extérieur.
c'est Rachid parle des hydrocarbures, je ne vais pas nommer la personne. On a fait faire une loi sur les hydrocarbures aux États-Unis. La deuxième fois, hein. Oui, 2005, 2018. Tout à fait, tout à fait. Pour ne parler que de la plus récente. C'est ça. C'est dire que nous ne produisons plus nos propres idées, alors qu'à l'époque, les idées, même qu'il y avait des libéraux, ce qu'on appelait les réformistes, y compris chez les ulémas. Mais il y avait un débat d'idées, un débat d'idées que les Algériens produisaient eux-mêmes. Ils se bagarraient sur leurs propres idées, même quand les idées-là étaient libérales. Même en 71 كي داروا القانون تاع المحلوقات مع وريبهم ديال الله يرحمه 24 février 71. C'est pas un cabinet d'études américain qui a dit qu'il fallait nationaliser les hydrocarbures. C'est des hommes politiques et des penseurs algériens qui ont pris la décision, qui ont eu le courage. C'est ça qui nous manque parmi les valeurs en Algérie. استقلال بهجة. الكوراج تاع المجاهدين. Non, mais, ورا الكوراج تاع الناس اليوم ما بقاش الناس ولات تخاف. c'est pour ça que nous avons détruit toute cette mémoire. On l'a effacée. Et on a même plus que sali, tous ceux... Bon, moi j'étais dans l'opposition contre le système, vous me dites. Bien sûr que nous avons soutenu la nationalisation, moi j'étais à Alger à ce moment-là. C'est un dictateur, mais au moins, tel Hajj Mliha. Bon, même à l'époque, moi j'ai travaillé avec Ahmed Ben Bella, il a fait des choses en 1900. Dictateur, mais il a fait des choses bien aussi. Il a fait des choses, même sur la question des accords d'Évian. Il ne voulait pas, et il a gommé, si j'ose dire, tout ce qui était néocolonial dans les accords d'Évian. C'est ça aussi, certains hommes, les décisions qui ont été prises par certains hommes. C'est Brahim, il ne nous reste pas beaucoup de temps. À vous la parole, Rachid. S'il y a urgence pour le changement, comment ce changement peut être produit? Vous savez, il y a une lecture historique. Il y a le court terme ou alors le long terme. En Algérie, on n'a pas رئيس باين قدام الشعب وقدام العالم اللي يهضر واللي يفهمنا ويفهم الشعب ويفهم العالم واش راه كاين في البلاد وين رانا باغيين نروحوا واش راني نطلب منكم. يعني ما كاش الامل ا كور تيرم ما كاش. دونك ما كاش الامل ا كور تيرم. كاش باينه. كي رانا نشوفوا باللي الناس راهم يتقاتلوا مع لا كوكايين وراهم يطيحوا بالقيمه تاع المؤسسه الجزائريه او العداله او الامن راكم تشوفوا باللي رانا في ازمه كبيره. دونك sur long terme c'est quoi? C'est l'éducation. C'est le courage des élites qui, encore une fois je le dis, لازم الناس تعرف باللي اي استاذ جامعي كل عام يعطوا 2000 اورو يعني 40 مليون صح؟ 40 مليون جزائريه باه يسكت. كل عام يعطوا لهم 2000 اورو باه يروح يحوس مع مرته مع اولاده برشلونه باريس ولا جنيف. يعني يشراوهم يعني مثقفين طبقه مثقفه. هذا النظام شراها باه تسكت. وعلى بالكم باللي شكون اللي طلع الشعب؟ شكون اللي طلع بلاد؟ طبقه مثقفه. قالوا كان راهي بشريه يعني ما تستنى منها حتى حاجه. Et le peuple dans tout ça? Le peuple, il n'y a pas mille façons. C'est l'article 49 de la Constitution. C'est le droit de manifester pacifiquement pour dire barakat. Très bien. Petite minute, c'est vrai. Oui, non, mais le peuple, pour revenir à lui, parce que si certains d'entre nous ont fait ou font de la politique, se sont engagés contre le système, parce qu'ils sont issus du peuple. Moi, je suis issu du peuple, je ne suis pas issu de la classe bourgeoise de l'Algérie. Donc, c'est ce peuple, c'est à lui que nous pensons. Et quand on parle d'urgence, c'est tout le monde qui dit ce constat, parle de pourrissement, d'urgence du changement. Mais cette urgence dure depuis les années 70, voire les années 60, de changer de système. Quand le coup d'État de 65 a eu lieu, c'est parce que, il faut le dire, d'ailleurs le 19 juin, c'était avant-hier, parce que Mbla voulait changer le système, parce qu'il négociait avec l'opposition. Il a signé, la veille, le 16 juin 1965, signé des accords avec le FFS.
Il avait rétabli Alger Républicain, qui était un journal communiste, et Alger Républicain, qui était devenu le journal officiel du parti, etc. Donc, il y avait des négociations avec Khader, il y avait des négociations avec Boudiaf. Bon, c'est-à-dire que le pluralisme émergeait haut. On a essayé de... Bon, Ben Bella avait fait des efforts là-dessus. Mais hélas, il faut le dire, le 19 juin 65 a tué tout cela. D'ailleurs, beaucoup ont pris le chemin de l'exil ou se sont battus à l'intérieur et qui ont été torturés, qui ont été emprisonnés, qui ont été tués à l'étranger. Bon. Et le grand mal, et là, l'espoir, un grand espoir que des enfants, le peuple algérien nous a ramenés en octobre 1988, et des élites, hélas, et des élites, essentiellement des élites, ont tué en 1992. Voilà, c'est cet espoir-là que les élites ont tué en 1992. C'est-à-dire la possibilité, la perspective d'un changement de système. Le fils n'était qu'un prétexte. N'était qu'un prétexte. Et l'instrument du changement. Parce que le fils, on peut dire ce qu'on veut, le fils a eu le grand mérite d'avoir intégré l'ensemble de ceux qui avaient été exclus par le système et qui ont voté pour lui. Tous ceux qui étaient exclus du système, qui étaient dans les banlieues, dans le sens d'exclusion, parce que la banlieue, c'est mettre quelqu'un au banc de la société, à milieu de... C'est ça les banlieues. On les a mis, tous les gens qui étaient bannis, le fils les avait réintégrés dans la centralité. Mais le fils a manqué de sagesse politique. Peut-être. S'il avait eu plus de sagesse politique, nous n'aurions pas le pourrissement de la situation. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Aujourd'hui, on a Et c'est dommage. C'est une occasion ratée. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Rachid Nekaz aussi d'avoir accepté notre... Et je remercie tous nos téléspectateurs. On s'excuse, Karim Taboun, on n'a pas pu l'avoir dû au problème du réseau avec l'Algérie. Coupure d'Internet, vous le savez. Je vous dis à demain, Inch'Allah.